Bienvenue à tous dans Économie le Max sur i24 News. Voici les titres de cette édition. BA3, la Tunisie a vu hier sa note souveraine dégradée pour la 3e fois cette année. La crise économique s'ajoute à l'impasse politique. Croissance, emploi, industrie, tous les indicateurs alarment les économistes. Quelle solution s'offre à Tunis? Nous ferons le point dans un instant avec le président du Cercle des économistes tunisiens, Taoufik Raji. Et puis de la musique, qui aurait cru que les 33 tours survivraient à la déferlante du numérique? Le compact disque l'avait menacé dès les années 80, mais tel un phénix, le vinyle refait recette aujourd'hui au point d'être un marché qui pèse sur l'industrie musicale. Enquête sur un comeback surprenant, ce sera en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Tour d'horizon d'abord de l'actualité économique et on ouvre avec l'échec hier des diplomates des pays membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ils n'ont pas trouvé d'accord sur un texte commun en vue de la conférence ministérielle de Bali qui s'ouvre mardi. Le texte est négocié depuis plus de 2 mois. Il comprend 3 volets: agriculture, développement et facilitation des échanges commerciaux. Et sur ce dernier point prometteur, un accord simplifiant les procédures douanières pourrait diminuer de 10% les coûts de ces échanges, soit 400 milliards de dollars selon l'OCDE. Au final, les pourparlers ont achoppé notamment sur la question des stocks alimentaires de l'Inde. Toujours prisonnière des divergences entre ses 159 membres, l'OMC semble jouer ces temps-ci sa crédibilité et même son avenir, selon son directeur général. Nous n'allons pas à Bali avec un paquet d'accords finalisés qui aurait permis aux ministres d'annoncer au monde un ensemble d'accords multilatéraux, le premier depuis la création de l'OMC. Je vais tout simplement informer les ministres que nous n'avons pas trouvé de convergence à Genève. Je vais leur dire que nous sommes passés très près d'un résultat favorable, mais qu'encore une fois, la ligne d'arrivée nous a échappé. Au Portugal, c'est sous les huées de milliers de manifestants que les députés ont adopté hier le budget 2014. On pouvait s'y attendre, il s'agit d'une nouvelle cure d'austérité. Conçue sous la contrainte du plan d'aide de Bruxelles et du FMI, ce budget est censé permettre au pays de s'affranchir de la tutelle de ses créanciers. Au programme, de nouvelles coupes sévères dans les dépenses publiques. Fonctionnaires et retraités sont les plus touchés par cet effort de près de 4 milliards d'euros, soit 2,3% du PIB. Lisbonne, toujours sous perfusion financière, doit ramener son déficit public à 4% du PIB l'an prochain, contre 5,5% pour cette année. L'opposition s'apprête à contester ce budget devant la Cour constitutionnelle. Et l'on reparle de l'accord de libre-échange nippo-européen. Les négociations se poursuivent. Louis Schweitzer, le représentant spécial du ministre des Affaires étrangères pour le Japon, était à Tokyo aujourd'hui. La France espère, a-t-il dit, des efforts supplémentaires du Japon. Pour les Européens, certaines normes et certaines règles des marchés publics japonais constituent des barrières non tarifaires et autant d'obstacles en vue d'un accord équilibré. Paris réclame leur abaissement en échange d'une levée des droits de douane. Et puis, autre mission asiatique pour la France, doper l'importance du yuan, la monnaie chinoise à la Bourse de Paris. Des accords en ce sens sont dans les tuyaux, a déclaré hier Pierre Moscovici. La France est déjà très bien placée. Nous avons déjà des produits, nous avons des institutions financières qui travaillent en renminbi et 20% de nos transactions sont déjà libellées en renminbi. Et nous sommes bien positionnés pour être un hub, en quelque sorte, pour l'internationalisation du yuan en zone euro et aussi vers l'Afrique. Voilà, renminbi, la monnaie du peuple en mandarin, dont la poussée sur les marchés internationaux est jugée irrésistible du côté de Paris. Toujours à propos de la Chine, cette inquiétude à présent, elle concerne les taux auxquels s'endettent les entreprises chinoises. Une envolée historique de plus 24% en une semaine. En parallèle, les taux interbancaires à 7 jours s'établissent ce mois-ci à 4,47% en moyenne, contre 3,2% l'an dernier à la même époque. En cause, les dettes des sociétés chinoises cotées. Elles ont doublé sur les 4 dernières années pour un total estimé aujourd'hui à 2000 milliards de dollars. Et face à cela, l'attitude ferme de la Banque centrale pourrait nuire, selon certains analystes, à la croissance chinoise. Enfin, ces révélations de l'ex-premier ministre espagnol José Luis Zapatero aux commandes entre 2004 et 2011. Le leader socialiste avoue aujourd'hui avoir rejeté par 3 fois un sauvetage financier de son pays durant les 2 dernières années de son mandat. Il dit avoir pris sa décision par crainte d'un coût social trop lourd et d'une panique des investisseurs. On connaît la suite. C'est le gouvernement conservateur qui a finalement dû recourir l'an dernier à un sauvetage européen de 41 milliards d'euros pour ses banques. C'est à l'occasion de la sortie de son livre, vous le voyez, que s'est confié Zapatero. Le titre El Dilemma, en français, le dilemme.
Et on en vient à la Tunisie, berceau, on le rappelle souvent, des révoltes arabes il y a 3 ans. Aujourd'hui, la situation économique est pour de nombreux experts dramatique. L'industrie est en berne, le tourisme aussi, la monnaie est au plus bas. L'Union européenne comme le Qatar ont consenti récemment un soutien aux finances publiques. Ultime camouflé, cette note souveraine BA3, le plus bas niveau de la catégorie spéculatif, infligée par l'agence Moody's, sanctionne-t-elle l'échec de la transition post-Ben Ali? Avant d'en parler avec Taoufik Raji, Anthony Lesme nous fait découvrir le climat social qui règne en Tunisie. À Bizerte, en Tunisie, le moral est au plus bas. L'usine de chaussures Jatt a fermé il y a plus de 2 mois et 4500 personnes ont perdu leur emploi. Nabil Krisha et sa femme ont travaillé comme ouvriers pendant plus d'1 décennie. Mais maintenant, ils sont au chômage, dont le taux national est de 16%. Le dernier jour, nous avons travaillé comme d'habitude. Il y avait juste quelques rumeurs sur l'arrêt de la fabrication des chaussures. Nous attendons maintenant depuis 4 mois dans l'espoir de revoir l'ouverture de l'usine de fabrication. L'incertitude politique pèse sur l'économie. Certains exigent des politiciens de faire davantage pour s'attaquer aux problèmes auxquels sont confrontés les citoyens du pays. Avec la crise politique, nous étions pris entre 2 feux. Nous sommes devenus les victimes. Ils se battent pour des postes à nos frais, occultant nos besoins. Même si aujourd'hui, une administration non partisane gouverne jusqu'aux élections l'année prochaine, l'instabilité politique demeure, surtout après les 2 assassinats de politiques de gauche qui ont déclenché des manifestations de rue. S'ajoute la crise économique européenne, le principal partenaire, et l'on s'attend maintenant en 2013 à un ralentissement de 3% de la croissance. Et rien n'indique un retour de la confiance des investisseurs. Lorsque nous négocions avec les investisseurs, nous découvrons que le principal obstacle est la situation politique, le manque de clairvoyance dans la prochaine période. Tout le monde attend la transition pour arrêter une date pour les élections. Sous la pression des bailleurs de fonds internationaux, le gouvernement a annoncé qu'il entamerait de nouvelles mesures d'austérité. Mais les plans risquent d'aggraver les tensions sociales. En effet, le gouvernement a calculé une hausse de 71% des grèves durant le mois d'octobre par rapport au mois de septembre. Cerise sur le gâteau, l'agence de notation Moody's dégrade à nouveau la note de la dette souveraine de la Tunisie. De BA2, elle passe à BA3. Voilà, l'austérité comme en Europe. Alors, la semaine dernière, l'agence tunisienne de gouvernance a dressé un bilan sans appel. L'économie tunisienne est, selon elle, sur le point de couler, tout simplement. Les paramètres de la bonne gouvernance ne sont pas respectés et les fondamentaux de l'économie sont menacés plus que jamais, malgré une croissance, il faut dire, à 3%, qui est jugée insuffisante. Alors, nous rejoignons depuis la Tunisie Taoufik Raji, président du Cercle des économistes tunisiens, professeur agrégé des universités de France et expert international dans le domaine du développement économique. Bonjour et d'abord, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors BA3 a sorti d'une perspective négative. À en croire les analyses de Tunisie et de l'extérieur, l'économie tunisienne se porte très mal. Elle inquiète. Vous partagez ce jugement ou bien il y a un peu d'exagération dans tout cela ? Je pense qu'il y a un peu d'exagération. La situation économique en Tunisie depuis la révolution, il faut se souvenir qu'en 2011, on avait une récession de moins de 2%. Et que dans 2012, malgré certaines dégradations de toutes les agences, il y a eu une croissance de 3,6% qui est peut-être révisée à 4%. Et cette année, il y avait une prévision de 3,8%. On ramène la prévision à 3,6%. Donc il y a une certaine croissance en Tunisie. Il y a une tendance aussi, il ne faut pas l'oublier, à la baisse du chômage qui était à 18% en 2011, qui baisse à 15% actuellement. Il y a aussi une tendance à la baisse de l'inflation qui est contenue maintenant aux alentours de 5,8%. Mais ce n'est pas tout à fait rose dans toutes les catégories ou sur tous les plans. Mais je pense que le problème qui se pose, si on regarde très bien les arguments qui sont derrière la notation de Moody's ou même de Fitch ou autres, ce sont des arguments complètement politiques qui concernent la transition démocratique en Tunisie et le problème sécuritaire et le problème d'instabilité politique et d'incertitude politique. Alors justement, on a l'impression que la situation s'est quand même aggravée depuis les révoltes qui ont chassé Ben Ali du pouvoir. Vous partagez cette analyse, ce sentiment ? Écoutez, on est en période de révolution depuis 2011. Dans l'année 2011, il y avait une récession de moins 2%. Les islamistes sont arrivés au pouvoir en 2012. Il y avait une croissance de 3,6%. Actuellement, on ne fait pas de croissance négative. On n'est pas en récession. On est en 3%. Je pense que le problème n'est pas les islamistes ou pas les islamistes au pouvoir. Je pense qu'il est beaucoup plus lié à la période de transition démocratique en Tunisie. On ne peut pas y échapper à certaines instabilités politiques, à une certaine incertitude qui a des impacts très très importants sur la conduite de la politique macroéconomique,
et sur les résultats macroéconomiques. Je vous donne un exemple très simple, cet impact. Vous voyez très bien qu'actuellement, le gros problème, à mon avis, c'est que concerne le budget 2014 et la situation budgétaire et fiscale du gouvernement. Le problème qui se pose, le gros morceau, ça vient de la politique de compensation. La compensation actuellement en Tunisie pour les produits énergétiques et pour les produits alimentaires est à peu près, représente 60% des salaires et traitements des fonctionnaires. Elle est beaucoup plus que le budget d'investissement. C'est beaucoup plus que le budget qui est consacré au remboursement de la dette. Mais qui pourrait le faire ? Aucun gouvernement au pouvoir, ni en 2011, lorsqu'il y avait des technocrates, ni les islamistes sont capables de prendre des décisions impopulaires qui sont douloureuses même par la classe moyenne, parce qu'ils sont piégés par le processus de transition démocratique. On vous dit que les politiciens disent qu'on ne veut pas greffer au problème de transition démocratique des troubles sociaux, mais aussi parce qu'il y a le cycle, ce qu'on appelle les économistes, le cycle politico-économique. Les partis politiques, leur objectif, c'est la maximisation de probabilité d'être élu. Là, prendre des décisions populaires pourrait être à l'encontre de ces décisions. Et c'est ça le piège de la transition démocratique. Merci Taoufik Raji, on est obligé de s'interrompre. Merci pour toutes ces explications. Allez, on ressort les platines. Il a donc survécu au CD et au MP3. Le disque vinyle refait parler de lui aujourd'hui. Au bord de l'oubli ces dernières années, il s'en vend aujourd'hui 3 fois plus en France qu'en 2007. Alors on est en dessous de 1% des ventes totales de musique, mais tout de même, la mode se propage. Et vous allez le voir, pas seulement du côté des seniors. À l'heure du tout numérique, le vinyle va-t-il redonner à la musique et à l'industrie musicale ses lettres de noblesse? Enquête au Royaume-Uni et à Tel Aviv avec Anthony Lesme. On le disait dépassé, on le pensait condamné, mais voilà, le vinyle n'en finit pas de tourner. Au Royaume-Uni, les ventes ont doublé cette année. 550 000 galettes noires ont été écoulées depuis début 2013. Des chiffres qui n'ont pas été atteints depuis 2001. Et dans la lointaine banlieue londonienne à Hayes, on s'étonne encore. Il y a 20 ans, on m'avait dit de partir et de trouver un autre travail parce que le vinyle était en train de mourir et que le CD arrivait. Mais voilà que je suis toujours employé dans une usine de production de vinyle. À Tel Aviv, le 33 tours revient aussi en force dans les bacs. Si la tendance existe depuis 5 ans, le mouvement s'accélère. Je pourrais dire que le vinyle représente entre 15 et 30% des ventes, peut-être 30. Je peux même affirmer que c'est 30, ce qui est très bon car il y a quelques années c'était 5%. Chercher un disque, flasher sur une couverture ou retrouver une édition limitée, autant de sensations qui n'ont plus cours avec le numérique. Je suis juste contre le téléchargement numérique qui dévalue la musique. Ce que le vinyle fait justement aujourd'hui, c'est de redonner de la valeur à la musique. Il a un son plus chaud et on se sent plus connecté à l'artiste. Quand vous ouvrez la pochette, vous voyez les paroles, des photos, même parfois des commentaires sur l'enregistrement. La tendance est mondiale et touche aussi les jeunes générations. Un espoir. Alors que l'industrie du disque souffre du téléchargement illégal, que Virgin, par exemple, a fermé la plupart de ses magasins en Europe. Reste qu'en France, les disquaires indépendants vendent jusqu'à 80% de vinyle, selon David Godvé, directeur du Club Action des labels indépendants français. Le vinyle, comme le diamant, serait-il éternel ? En tout cas, il échappe à la tendance des matérialisations et c'est justement le thème de notre Media Watch. Alors aux antipodes de ce retour au vinyle, retour à la matière, c'est le secteur de la musique en ligne qui donne le tempo des ventes. Et dans cet univers virtuel, Spotify se taille la part du lion. Johanna Citruc nous a rejoint. Bonjour Johanna. Bonjour. Le célèbre site vaudrait désormais 4 milliards de dollars. Oui, c'est une information du Wall Street Journal. Spotify vaut désormais donc plus de 4 milliards de dollars, une augmentation due en grande partie grâce à la levée de 250 millions de dollars la semaine dernière pour financer son expansion internationale et notamment au Japon. Une expansion qui semble plutôt bien partie donc. Oui, le site est déjà présent dans de nombreux pays dans le monde. En un an, il est même passé de 17 à 32 pays et compte désormais plus de 30 000 utilisateurs. Côté revenus, tout va pour le mieux, 585 millions de dollars en 2012. Seul petit bémol, c'est au niveau des profits puisqu'il n'y en a pas. Pour l'instant, ce sont des pertes et depuis 3 ans, elles se creusent. En 2012, elles ont même dépassé les 70 millions de dollars. Mais d'après Spotify, pour le moment, faire des profits, ce n'est pas la priorité. Alors autre chose, Johanna, fini les rumeurs burger
Burger King revient en force dans l'Hexagone et le groupe américain vise les 20% du marché français. Oui, c'est un article des Échos. Burger King, le numéro 2 mondial du hamburger, fait un retour en force sur le marché français. Pour le moment, 2 établissements ont déjà ouvert, un à l'aéroport de Marseille, l'autre sur l'autoroute A4 près de Reims, et un autre va bientôt ouvrir à Paris, à la gare Saint-Lazare, le 17 décembre. Mais Burger King ne compte pas s'arrêter là et a l'intention, comme vous l'avez dit, de décrocher 20% de part de marché. Pour atteindre ce chiffre, l'enseigne devra ouvrir entre 300 et 400 restaurants. Pour l'instant, le rythme des ouvertures n'a pas été dévoilé, mais on sait déjà que la chaîne de restauration rapide envisage de créer 1200 emplois d'ici fin 2014. Et comment Burger King va-t-il s'y prendre pour conquérir ce marché français? Alors en fait, Burger King va pouvoir se développer en France grâce à un partenariat qui vient d'être conclu avec le groupe Olivier Bertrand, un groupe qui exploite déjà 250 établissements. Plus précisément, ce partenariat, c'est un accord de joint venture pour créer une co-entreprise, et cette co-entreprise aura pour actionnaire majoritaire le fonds d'investissement Natixis Partners. Mais avant de détrôner ses concurrents, Burger King a du travail puisque Quick et McDonald's possèdent en France près de 1700 restaurants. On les connaît bien. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient dès demain sur Act24 News. Restez avec nous, l'info continue.